Donc, on reprend pour la deuxième session et on va enchaîner dans les mêmes ordres d'idées après avoir eu c'est-à-dire la physiopathologie et dans le même ordre d'idées sur le plan thérapeutique. Et avant d'engager des thérapeutiques plus poussées, c'est-à-dire chirurgicales et autres, il faut passer par la rééducation périnéale dans l'incontinence urinaire des forts. Et j'invite Chantal du Canada pour nous en parler. Merci. Alors, bonjour, je suis bien contente d'être parmi vous ce matin. Alors, pour moi, il est très tôt le matin, mais ça me fait énormément plaisir d'être avec vous. Je vais vous présenter les résultats de la rééducation pelvie-périnéale dans l'incontinence urinaire chez la femme. Alors, je suis professeure à l'École de réadaptation de l'Université de Montréal et ma recherche porte sur la rééducation pelvie-périnéale. Donc, je vais vous donner un peu là, les résultats des études et des participations à des guides de pratique là, dans les dernières années. Alors, le contenu sera quelques définitions, puis je parlerai des sources que j'ai utilisées pour faire ma présentation, puis on passera aux évidences sur la rééducation et finalement, on fera une conclusion. Alors, au niveau de la définition, la pelvipérinéologie, c'est très large, bien sûr, mais aujourd'hui, on va s'intéresser plus spécifiquement à la rééducation des muscles du plancher pelvien. Alors, pour définir, ce sont des exercices qui sont destinés à augmenter la force musculaire du plancher pelvien, son endurance, sa puissance, sa souplesse, son relâchement volontaire musculaire également. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que pour l'incontinence urinaire, les exercices qui vont être utilisés, ce sont des exercices qui vont viser la force, l'endurance et la puissance. Et il y a toute une panoplie d'outils qui sont utilisés en rééducation des muscles du plancher pelvien et ils vont être progressifs. Donc, dans un premier temps, si la musculature est très faible, on utilisera de l'électroneurostimulation. Généralement, on va l'utiliser à l'interne. Vous pouvez voir sur le premier schéma à la gauche, on va l'utiliser à l'interne au niveau de la cavité intravaginale chez la femme, ou on pourrait l'utiliser également au niveau anal, mais préférablement pour les incontinences urinaires, on va l'utiliser dans la cavité vaginale. Donc, les exercices qui sont assistés par l'électroneurostimulation, il faut savoir qu'ils ne seront pas suffisants pour amener une continence parce que ce sont des exercices qui aident la contraction chez une musculature qui est beaucoup plus faible, qui est atrophiée. Mais vous allez voir tout à l'heure dans mes niveaux d'évidence que tout seul, la stimulation électrique ne sera pas garante d'une efficacité de traitement. Et ça, c'est très important de le mentionner aux patientes parce que c'est une technique facile, c'est souvent publicisé comme quoi en faisant une électrothérapie, pouf, on va avoir des muscles qui vont être très forts, mais malheureusement, ce n'est pas la réalité. Donc, il faut bien informer nos patients. Sinon, progressivement, on arrive dans les exercices actifs. Et vous savez, comme moi, si vous faites un peu d'entraînement musculaire, que on doit faire des exercices actifs si on veut muscler un muscle, si on veut le tonifier. Donc, il faut aller vers les exercices actifs qui peuvent se faire avec ou sans rétroaction biologique. Ça m'amène à ma deuxième image. Alors, à la deuxième image, vous voyez une patiente qui est allongée avec une thérapeute et étant donné que la musculature du plancher pelvien, c'est une musculature interne, c'est une musculature qui n'est pas facile à identifier pour vos patientes, c'est bien d'utiliser une certaine rétroaction biologique, un biofeedback, à partir d'un tampon vaginal, de la même façon que l'électrostimulation. Donc, c'est un tampon qui est placé dans le vagin, mais cette fois-ci, il va capter l'activité électromyographique du muscle.
où il va capter la pression dans le tampon vaginal et ça va être transféré à l'écran et la patiente va pouvoir mieux comprendre, mieux s'approprier comment maximiser la contraction de son plancher pelvien. Donc, exercice seul ou avec biofeedback, tout ça dépendra de la capacité de la patiente de bien comprendre son exercice. Et finalement, il y a également, vous voyez l'image complètement à droite, il y a les exercices qui sont résistés. Alors, on a les cônes vaginaux qui offrent une résistance, qui offrent une charge, un poids. Ils sont insérés également à l'intérieur de la cavité vaginale. La patiente est debout et la patiente doit garder à l'intérieur de la cavité vaginale. Donc, en utilisant ses muscles pelviens, elle doit garder le cône en place. Vous comprendrez que c'est un exercice qui est beaucoup plus difficile que l'électrostimulation où on avait une stimulation électrique qui faisait faire une contraction musculaire. Beaucoup plus difficile aussi qu'un exercice actif. Alors, un autre conseil, si je peux me permettre, il ne faut pas recommander d'emblée les cônes à tous les patients parce que ça ne fonctionnera pas. Si une patiente est très faible, qu'elle n'est pas capable de contracter son plancher pelvien en position couchée quand vous faites l'examen gynécologique, ben c'est pas certain qu'elle sera capable de le faire debout. Le petit cône va tomber et ça va être très démotivant pour la participante, pour la patiente. Donc, c'est progressif, un peu comme quand on va aller au gym, on va faire des exercices actifs et éventuellement, on va prendre des charges de plus en plus lourdes. Ben, les cônes vaginaux s'ajoutent et ils vont être utilisés surtout chez les sportives, chez les femmes plus jeunes, chez celles qui ont besoin davantage de rééducation de leur plancher pelvien, de tonification, parce qu'ils mettent plus de charge sur leur plancher pelvien, soit par des sauts et par de la course. Donc, ça vous fait un topo des exercices. Les exercices qu'on utilise moins, je vous dirais, en rééducation pour l'incontinence urinaire, ce sont tous les techniques d'étirement, de souplesse musculaire. Alors, il y a d'autres approches qui font partie de la rééducation pelvie-périnéale. On va plutôt les utiliser avec les femmes qui auront des douleurs. Donc, je pense par exemple à la mise en tension des trigger points, des techniques de massage, des techniques d'étirement. Alors, tout ça, ça va être réservé pour un autre type de patiente. Alors, je vais essayer d'avancer. Alors, la source que j'ai utilisée pour vous aider à bien comprendre là, les évidences sur la rééducation pelvie-périnéale, c'est le livre Incontinence, là, qui est un guide pratique international que vous connaissez sûrement. La dernière édition date de 2017 et il y a tout un chapitre là, que j'ai chapeauté sur les traitements conservateurs de l'incontinence urinaire. Alors, il y a une mise à jour à tous les 4 ans. On travaille présentement à la mise à jour de ce chapitre-là, mais j'ai bien regardé, puis ce que je vous présente aujourd'hui, ça va être semblable à ce qui va sortir l'année prochaine. Il n'y a pas vraiment de grandes nouveautés en rééducation là, du plancher pelvien. Donc, je vous invite vraiment d'aller consulter ce livre-là. Si vous ne l'avez pas consulté, je pense qu'il est en accès libre là, sur Internet. Et bien sûr, vos physiothérapeutes qui travaillent avec vous, là, qui puissent avoir accès au chapitre sur les traitements conservateurs. Il y a aussi un chapitre qui est spécifique aux recommandations par rapport aux différentes clientèles, encore une fois que vous connaissez peut-être, et dans lesquelles, puis j'entendais la présentation juste avant moi, on recommande très fortement que la première intervention qui est amenée à la patiente soit une rééducation pelvie-périnéale avant d'aller vers une médication, avant d'aller vers une chirurgie. Et si vous regardez les différentes recommandations pour les différents types d'incontinence, dont l'incontinence chez la femme, l'incontinence simple, bien sûr, ben, la rééducation est recommandée.
Dans ce que je vais vous présenter là, sous peu, je vais utiliser les niveaux d'évidence. Vous les connaissez bien, je suis certaine. Donc, du niveau 1 qui est le plus fort, qui implique des méta-analyses ou des essais cliniques randomisés, plusieurs qui vont dans la même direction et qui sont de bonne qualité, jusqu'à un niveau 3 qui est beaucoup moins fort et qui se base uniquement sur des études observationnelles. Puis à l'occasion, on a quelques modalités en rééducation périnéale où il y a des opinions d'experts uniquement parce qu'il n'y a pas d'évidence. Je vais vous présenter également les grades de recommandation. Donc, encore une fois, du premier, le grade A, qui est en lien avec des preuves de niveau 1 habituellement. Donc, il faut qu'il y ait des méta-analyses, il faut qu'il y ait plusieurs essais cliniques randomisés de bonne qualité. Et à ce moment-là, un grade A, c'est une recommandation principale du guide de pratique clinique qui est encouragé fortement à être utilisé par les différents pays. Donc, c'est pour ça là, que vous allez voir certains grades A et ces grades A-là vont vous donner là, la recommandation que ces modalités-là devraient être utilisées. Bon, et c'est beaucoup moins fort. Et malheureusement, comme dans d'autres domaines, on en a beaucoup en rééducation. Et ben, il n'y a pas de recommandation possible et ça, c'est quand c'est conflictuel. Donc, la question qui se pose, la rééducation périnéale est-elle efficace pour prévenir et traiter l'incontinence urinaire chez la femme? Alors, au niveau de la prévention, et j'ai voulu vous présenter cette étude-là, c'est une étude américaine. Donc, au niveau de la prévention, à part chez la clientèle périnatale, pré- et postnatale, il y a certaines études de prévention qui sont intéressantes, mais pour votre clientèle, pour la femme en général, il y a un nouvel essai clinique qui a été fait aux États-Unis. C'est un vaste essai avec 359 femmes. Et là, on avait des femmes qui avaient ou non de l'incontinence urinaire parce que c'est une étude de prévention et on veut voir l'impact sur la prévalence de l'incontinence ou de la continence après l'intervention. L'intervention était intéressante puisqu'elle était très courte, donc applicable dans plusieurs pays. C'était une intervention multimodale qui incluait l'enseignement des exercices du plancher pelvien et la rééducation vésicale, ainsi que des recommandations de modification d'habitudes de vie, comme par exemple pour le poids, pour la constipation chronique. C'était un format très court, comme je vous disais, donc d'1 heure. Et suite à cette formation-là, comme un peu une session éducative sur ces composantes-là que je vous ai parlé, il y avait par la suite une séance individuelle avec chacune des participantes pour évaluer son plancher pelvien vaginalement et pour pouvoir s'assurer qu'elle contractait bien ses muscles et promouvoir ainsi l'adhérence aux exercices. Alors, le groupe contrôle n'avait pas d'intervention. Et les résultats, c'est que 12 mois après cette intervention-là et ces 2 interventions-là, donc une séance plus une séance d'éducation et une séance de réadaptation, 12 mois après, la prévalence de la continence était plus élevée chez le groupe de traitement que dans le groupe contrôle. Et on pourrait dire à l'inverse que la prévalence de l'incontinence était plus élevée chez le groupe contrôle que chez le groupe interventionnel. Et les 2 groupes avaient la même prévalence au départ. Donc, c'est intéressant parce que c'est très peu demandant et ça devrait en fait être utilisé chez la population en général, ce type de prévention-là. Donc, c'est nouveau du document du ICI, là, du livre ICI de 2017. Je n'ai pas vu de nouvelle étude cette fois-ci, mais je pense que c'est quelque chose qui devrait être promis là, à l'avenir. Pour ce qui est du traitement, il y a beaucoup plus de données. Alors, j'ai fait moi-même une revue Cochrane que vous avez à la droite en 2018 sur l'efficacité
des exercices du plancher pelvien pour la femme là, qui est incontinente. Alors ici, on a 31 études qui ont comparé la rééducation pelvipérinéale à l'absence de traitement. Alors, on peut voir que ces études-là là, sont dispersées à travers le monde, 14 pays, plus de 1817 femmes. Il y a 27 de ces 31 études-là que j'ai pu utiliser dans ma méta-analyse, puisque certaines utilisaient des outils de mesure qui ne pouvaient pas être repris dans la méta-analyse. Dans cette revue systématique-là aussi, ce qui est important, c'est de présenter que la population est très diverse. Alors, il y a des femmes qui sont préménopausées, il y a des femmes qui sont postménopausées, il y a des femmes qui sont âgées. Alors, il n'y a pas lieu de dire que c'est pas efficace chez les femmes âgées, puisqu'on voit que il y a une population qui est très diverse dans cette méta-analyse-là. Et quand on compare les différents groupes d'âge, il n'y a pas de différence. Les interventions étaient différentes également. Il y avait des interventions individuelles, un thérapeute, un patient, des interventions de groupe. Et les interventions variaient de 1 à 24 semaines. Une semaine étant plus une session, un peu comme on a vu tout à l'heure, là, d'enseignement et la personne faisait ses exercices par elle-même jusqu'à 24 semaines. Mais en général, c'était un 3 mois d'exercice, donc un 12 semaines d'exercice. Les outils de mesure étaient aussi très variés. Ça passait des outils de mesure là, qui étaient l'impression du patient aux outils de mesure qui étaient beaucoup plus standardisés comme les mesures d'urodynamie puis les mesures aussi là, de pas de test, etc. Il y a une nouvelle étude dans la revue Cochrane qu'on a fait en 2018 sur l'incontinence d'urgence et une sur l'incontinence mixte parce que la plupart des études portent sur l'incontinence d'effort. Et ici, je vous présente mes first plots. Alors, chez les femmes avec incontinence urinaire, et ça, c'est pour l'absence de fuite suite au traitement. Alors, les femmes du groupe de traitement avec la rééducation pelvipérinéale étaient 8 fois plus susceptibles d'éliminer complètement leur fuite que les femmes du groupe contrôle. Maintenant, si on regarde les femmes il y avait des études où c'était incontinence, on n'avait pas défini les sous-types. Donc, dans ces études-là, les femmes avec incontinence urinaire, les femmes du groupe traitement avec RPP étaient 5 fois plus susceptibles d'éliminer les fuites d'urine que le groupe contrôle. Donc, vous pouvez remarquer que l'efficacité semble plus grande pour les participantes, pour les femmes qui ont de l'incontinence d'effort que tout type d'incontinence confondue. Puis ça, c'est logique puisqu'on sait que pour l'incontinence par urgenturie, ça va nécessiter également une rééducation vésicale. Maintenant, pour la réduction des fuites, alors les femmes avec incontinence urinaire, encore une fois, les femmes du groupe traitement avec RPP étaient 6 fois plus susceptibles de voir réduire ou éliminer leur fuite comparativement à un groupe contrôle. Et encore une fois, pour les femmes de l'incontinence urinaire, tout groupe confondu, celles du groupe de traitement avec RPP étaient 2 fois plus susceptibles de voir leur fuite réduire ou être éliminées complètement. Donc, si je reviens, je vais juste vous donner le niveau d'évidence. Donc, dans le livre ICI, on parle ici d'un niveau d'évidence 1, étant donné qu'il y a une méta-analyse et qu'il y a beaucoup de données qui vont dans ce sens-là, et un grade de recommandation A. Et c'est un des seuls dans notre chapitre sur la rééducation pelvipérinéale. Donc, j'essaie ici de vous recommander fortement d'utiliser la rééducation pelvipérinéale avant toute intervention. Alors maintenant, qu'est-ce qui est important à savoir? C'est quel programme de rééducation pelvipérinéale est le plus efficace? Parce qu'ils ne sont pas tous égaux. Alors, on peut voir là, dans le livre ICI, on a fait 12 comparaisons au niveau des différents programmes de rééducation pelvipérinéale. Ce qu'on sait,
c'est que les programmes de rééducation pelvie-périnéale avec supervision sont vraiment plus efficaces que les programmes d'autotraitement. Donc, lorsque on fait une visite et on donne une feuille d'exercice, c'est beaucoup moins efficace qu'un programme qui est supervisé par le professionnel. Donc, il y a des niveaux, il y a un niveau 1, un grade A, il y a suffisamment de données pour montrer qu'un programme supervisé est plus efficace. Maintenant, la rééducation individuelle ou de groupe, parce que je sais que dans certains pays, bon, il y a des difficultés au niveau du financement de tout ça. Ben, il y a plusieurs études maintenant qui nous montrent, on est à un grade B, niveau 2, mais les études de plus en plus nous amènent à croire qu'il n'y a pas de différence entre un traitement de groupe et un traitement individuel. Autant que la femme a eu une séance pour lui montrer comment rééduquer son plancher pelvien, après ça, l'effet de groupe semble très intéressant pour motiver les patientes entre elles. Donc, il y a de plus en plus d'études qui vont dans ce sens. D'ailleurs, nous, on a publié dans JAMA l'année dernière une étude chez la femme âgée. Et je pense que ça sera dans l'avenir un type de réadaptation qui pourra être intéressant dû au fait que ses coûts vont être moindres. Maintenant, l'approche directe ou indirecte. Alors, est-ce qu'on fait les exercices du plancher pelvien ou est-ce qu'on passe plutôt par des méthodes comme d'hypopression, du yoga, du pilates? Ben, les études nous montrent qu'il n'y a pas d'avantage à utiliser ces autres méthodes-là. La méthode la plus efficace, c'est la rééducation directe des muscles du plancher pelvien. Alors, je pense que c'est bien important parce que les femmes sont souvent sollicitées à droite, à gauche pour faire différentes interventions qui ne sont pas nécessairement les bonnes interventions et, bien sûr, si ce n'est pas les bonnes interventions, seront moins efficaces. Oups. Alors, maintenant, je veux parler brièvement des autres modalités. Je n'avais pas beaucoup de temps ce matin, mais pour vous dire que les autres modalités comme les cônes, l'électrothérapie, les courants magnétiques, dans le dernier document du ICI, il n'y avait pas de changement au niveau des évidences, mais je vais quand même vous les présenter brièvement. Alors, les courants magnétiques, c'est vraiment quelque chose qui peut utiliser. La femme s'assoit sur une chaise et il y a un courant magnétique qui va faire un peu la même chose que l'électrostimulation, stimuler son muscle du plancher pelvien. Alors, malheureusement, à l'heure actuelle, on a des données conflictuelles, on n'a pas de bon essai clinique randomisé et là, ben, c'est là qu'on retrouve des grades D dans nos recommandations. Pour ce qui est de l'électrostimulation, c'est efficace pour aider une musculature qui est atrophiée, mais ce n'est pas suffisant pour rééduquer, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, les exercices du plancher pelvien sont plus efficaces que l'électrostimulation. De la même façon, les exercices du plancher pelvien sont plus efficaces que les cônes vaginaux. Et comme je vous disais, ce qui est important, c'est que ce traitement-là soit fait de façon échelonnée pour que la personne puisse gagner au niveau de sa fonction musculaire. Mais actuellement, quand on met des patientes incontinentes dans des essais cliniques, si on ajoute des cônes versus des exercices du plancher pelvien, celles avec les cônes ne s'amélioreront pas autant parce que plusieurs d'entre elles, ça va être trop difficile, cet exercice-là. Alors, peut-être quelque chose de nouveau pour nous en traitement conservateur. Pour la première fois dans la dernière itération du livre ICI, on avait la stimulation du nerf tibial postérieur et on a rapporté à ce moment-là les études pour les hommes et les femmes ensemble, puisqu'il y a plusieurs études où les données vraiment ne sont pas divisées entre hommes et femmes. Alors, on a des niveaux d'évidence quand même assez élevés, puisqu'il y a plusieurs études. Donc, pour l'incontinence d'urgence, la stimulation, la PTNS est meilleure que l'absence de traitement et bien sûr, elle est recommandée après
un essai de traitement conservateur, de rééducation physicale et d'exercice du plancher pelvien qui ne sera pas efficace. Donc, ce serait un deuxième niveau de traitement conservateur. Au niveau de la PTNS, maintenant, on avait une deuxième évidence. Donc, la PTNS et la médication améliorent la qualité de vie, mais il semblerait que dans les études, il y avait moins d'effets secondaires avec la PTNS. Donc, encore une fois, ce serait une modalité là, qui serait en émergence. Et on voit dans les études qu'au moins une session semaine doit être proposée pendant le traitement actif. Alors, moi, je vous parle de la stimulation là, du nerf tibial postérieur de façon transcutanée. Je sais que percutanée, vous l'utilisez beaucoup, mais de plus en plus, il y a des évidences qui s'accumulent pour l'application qui est moins invasive et qui est transcutanée. Donc, en conclusion, il y a augmentation des évidences scientifiques qui supportent la rééducation pelvie-périnéale pour la prévention. Comme je vous dis, il y a maintenant une nouvelle étude. Pour le traitement, il y a plusieurs études. Donc, les évidences commencent à s'accumuler. Et c'est surtout au niveau des exercices du plancher pelvien que les évidences sont les plus probantes. Toutefois, on a besoin dans l'avenir d'études coût-efficacité et des études aussi à plus long terme pour voir le maintien de l'efficacité de ces traitements-là et le maintien là, de la prise de routine de faire ces exercices-là dans la vie de la femme. Il y a quelques études qui vont jusqu'à 1-2 ans qui semblent montrer le maintien des résultats s'il y a une certaine maintenance des exercices, moins intensive que dans la rééducation initiale, mais quand même un certain maintien là, de l'activité. Donc, c'est tout pour moi. Je vous remercie pour votre attention. Vous, docteur Chantal Dumoulin, vous vous êtes réveillé tôt ce matin pour nous rejoindre. Je vous remercie infiniment. Si vous permettez, donc pour des raisons de temps, on va passer tout de suite à la prochaine présentation et on garde une discussion après. Et donc, j'appellerai tout de suite professeur Gilles Carsanti, qui nous rejoint de Marseille. Malheureusement, il n'est pas sur place. Bonjour à toutes et à tous. Et malheureusement, je ne suis pas avec vous, mais c'est un grand plaisir et un honneur d'avoir été invité une nouvelle fois par l'Association marocaine d'urologie. J'ai écouté les derniers orateurs avec beaucoup d'intérêt. Chantal, bravo pour ce très beau topo. Le sujet qu'on m'a demandé de traiter n'est pas tout à fait dans la ligne de celui-là, mais pas non plus complètement étranger, puisque vous m'avez demandé de parler d'incontinence urinaire et de prolapsus des organes pelviens. Et plus précisément, j'ai axé ma présentation sur l'incontinence urinaire d'effort et le prolapsus des organes pelviens. Donc, je suis en train de partager mon écran. On va vérifier que que vous voyez comme il faut. Est-ce que vous avez une bonne vue sur ma première diapo? Oui, très bien. Tout est bon? Oui, tout est bon. Alors on peut se lancer dans ce sujet. Donc, je suis urologue à Marseille, au centre hospitalier universitaire Marseille, à l'hôpital de la Conception. Et je vais donc vous parler de ce problème courant de l'association prolapsus des organes pelviens et incontinence urinaire d'effort, avec un topo dont l'espoir est d'être assez pratico-pratique. Et je commence par exprimer mes remerciements et ma gratitude au professeur Xavier Defieux, avec qui j'ai le plaisir de travailler depuis de nombreuses années, qui est professeur de gynécologie à Paris, et avec qui nous partageons également ça avec Xavier, de faire des cours à nos résidents, à nos internes, et nous avons formé un groupe pour faire ces cours, où nous avons eu beaucoup de plaisir à échanger et à faire ces cours, et en particulier à aborder régulièrement
cette question du traitement du prolapsus d'organes pelviens, du traitement de l'incontinence urinaire d'effort et du traitement de l'incontinence urinaire d'effort lorsqu'elle est associée au prolapsus des organes pelviens. Donc, j'ai utilisé des supports de Xavier et puis j'ai aussi utilisé tout ce que j'ai partagé comme discussion avec lui pour alimenter cette présentation. Alors, le prolapsus des organes pelviens, c'est quelque chose de fréquent, ça touche des femmes jeunes, il faut oublier une association à la gériatrie, le prolapsus des organes pelviens, c'est à partir de 45 ans. C'est réparti plus volontiers dans les stades modérés, stade 1 et stade 2. Si on regarde un petit peu l'épidémiologie du prolapsus, le prolapsus des organes pelviens, c'est quelque chose de fréquent. Quand on est en pourcentage de la population générale des femmes adultes, on peut parler d'une pathologie fréquente. Bien sûr, toutes les femmes qui ont une sensation de boule vaginale ne seront pas opérées. Néanmoins, lorsqu'on se place dans une population de patientes âgées qui sont dans la 7e décade, eh bien, le risque cumulé d'avoir une chirurgie de prolapsus, c'est entre 7 et 11%. Et le risque, lorsqu'on est dans ce groupe de patientes qui vont avoir une chirurgie, d'avoir une récidive et d'être réopérées, alors plus exactement, c'est d'être réopéré, quelle que soit la cause, est de l'ordre de 34%. Les cystocèles sont plus fréquentes que les rectocèles et plus fréquentes que les hystérocèles. Donc le prolapsus, la colpocèle antérieure, la boule vaginale développée aux dépens de la paroi antérieure du vagin et contenant la vessie, le col et l'urètre proximal est donc la forme la plus fréquente du prolapsus des organes pelviens. Un petit rappel de ce document qui est assez ancien maintenant, puisqu'il date de 2009, c'était un rapport de l'Association française d'urologie sur la prise en charge des prolapsus. Donc Pierre Costa, François Abe et Vincent Delmas. Les préceptes ou les recommandations, les principes généraux proposés dans ce rapport sont bien sûr toujours en vigueur. On verra sur la fin de la présentation l'évolution dans le temps, vers quoi on tend en ce moment pour la prise en charge du prolapsus. Mais ces principes-là sont bons à rappeler, et particulièrement dans le contexte de la prise en charge de l'incontinence et du prolapsus. Donc, le traitement des prolapsus, il est avant tout fonctionnel. On ne traite pas une image, on ne traite pas la boule. Si la boule ne gêne pas, il n'y a pas de raison de traiter, il suffit de rassurer. C'est d'ailleurs comme ça que commencent la plupart des consultations pour prise en charge de prolapsus d'organes pelviens. Rassurer la patiente, lui expliquer que cette pathologie qui la surprend, qu'elle ne connaît pas, n'est pas menaçante. Et immédiatement après, lui expliquer que, bien entendu, on est là à l'écoute de sa gêne et qu'on va, l'objectif de la prise en charge va être de limiter ou de faire disparaître la gêne liée à ce prolapsus. Il faudra bien sûr envisager tous les traitements conservateurs et éducatifs par dispositif avant d'envisager une correction chirurgicale chez une patiente parfaitement informée. Donc voilà pour des principes généraux. Alors rentrons dans le vif du sujet. Incontinence et prolapsus. Qu'est-ce qu'on peut remarquer lorsqu'on regarde les facteurs de risque des prolapsus? Eh bien, il y a une grande proximité avec les facteurs de risque de l'incontinence urinaire d'effort. Des facteurs obstétricaux, des facteurs chirurgicaux, certaines maladies prédisposantes, certains facteurs socio-économiques. Après, il y a des facteurs de risque propres au prolapsus, mais on voit une proximité de facteurs de risque du prolapsus et de l'incontinence. Donc, l'association prolapsus et incontinence n'est pas rare, et on va voir que cette question se résume à 3 situations. Donc, on va voir 3 situations et on va proposer une prise en charge pratique pour ces 3 situations. La première situation, pas d'incontinence associée au prolapsus, ni incontinence patente, j'examine ma patiente vessie pleine. C'est capital. Je prends en charge un prolapsus d'organe pelvien, je dois examiner la patiente vessie pleine.
je refoule le prolapsus, je ne démasque pas l'incontinence. Donc, je répète, dans la prise en charge d'un prolapsus organe pelvien, l'examen clinique vessie pleine est indispensable lorsque j'ai une cystocèle. Lors de cet examen vessie pleine, je fais faire un test de tout, un test d'effort. Le prolapsus est extériorisé, le test d'effort est négatif. Je refoule le prolapsus, je refais le test d'effort. À nouveau, le test est négatif. Je suis dans le cadre de l'absence d'incontinence associée au prolapsus. Nous allons voir que, malgré tout, dans ce cas, il faudra parler tout de même d'incontinence possible de novo post-traitement. Deuxième situation, l'incontinence masquée. Je fais mon test à l'effort prolapsus extériorisé, pas d'incontinence. Je refoule le prolapsus, je démasque une incontinence urinaire d'effort. Nous sommes dans le cadre de l'incontinence urinaire masquée, qui a d'autres noms qu'on peut rencontrer sous le nom d'incontinence urinaire occulte aussi, ou latente. Vous voyez qu'il y a des efforts sur la nomenclature. On va continuer avec incontinence urinaire occulte pour cette présentation, pour être sûr de parler tous de la même chose. Alors, comment faire le diagnostic d'incontinence urinaire masquée? Il faut un examen soigneux, donc examiner vessie pleine. Il y a plusieurs options. On peut utiliser les doigts de l'examinateur, une pince, des cotons-tiges, un spéculum, un PCR, en particulier un PCR anneau, un tampon périodique, une compresse. Lorsqu'on a un prolapsus de stade 3, c'est-à-dire qui dépasse les reliquats hyménéaux, ou de stade 4, on va avoir jusqu'à 60% d'incontinence urinaire masquée associée. Si on regarde un petit peu quelle est la meilleure technique pour démasquer l'incontinence, une étude ancillaire de l'étude de Brubaker qui comparait les sacrocolpofixations seules ou associées à un Birch systématique. Donc, dans cette grande étude randomisée assez ancienne, mais assez emblématique du problème, il y a une étude ancillaire faite par Visco sur la sensibilité des manœuvres utilisées. Il a comparé ce qu'avaient fait différents opérateurs et conclué que la réduction par la valve du spéculum, en refoulant, sans tirer en arrière, en refoulant, était la plus efficace. Alors, on peut poser la question, c'est pour ça que je disais sans tirer en arrière, on peut poser la question du caractère artefactuel de l'utilisation de la valve, en particulier quand elle est, j'allais dire, mal utilisée, c'est-à-dire qu'on tire sur la fourchette vulvaire postérieure. Je vous suggère de faire l'essai, d'examiner des patientes vessie pleine qui n'ont pas d'incontinence, et de les examiner donc comme on doit le faire pour faire un test d'effort sans aucune valve, simplement en regardant le MEA, puis de mettre une valve et de tirer un petit peu sur la fourchette postérieure. Vous allez voir que vous allez démasquer des incontinences qui n'existent pas, dont les patientes ne se sont jamais plaintes. Donc on peut craindre, dans le même cas, que lorsqu'on refoule, si on refoule en tirant un peu en arrière, on puisse démasquer des incontinences urinaires occultes qui n'existent pas. Donc, on réduit le prolapsus en douceur, pour savoir, avec un stress test, s'il y a une incontinence. Quel est le mécanisme de cette incontinence masquée? Deux mécanismes. Alors, ce fameux effet pelote, où le prolapsus très important, dans un 3-4, vient refouler et écraser l'urètre. J'avoue que ne pas être totalement convaincu par cette explication et plus convaincu, plus simplement, par la coudure urétrale. Lorsque la vessie descend, l'urètre reste fixe, il y a une coudure qui se met en place, une plicature, qui peut expliquer le caractère masqué, le masquage de l'incontinence. Dernière situation,
l'incontinence urinaire patente. C'est une incontinence urinaire qui existe, prolapsus extériorisé ou prolapsus réduit. Donc, nous avons 3 situations à prendre en charge. La première chose, c'est de nous poser la question, quel risque d'incontinence urinaire après chirurgie du prolapsus? Alors, rassurez-vous, on ne va pas rentrer dans le détail de tout ça, mais ce qu'on peut voir déjà, c'est qu'on retrouve nos 3 catégories. C'est-à-dire que nous avons des patientes avec prolapsus, c'est tout le groupe. Nous avons des patientes qui n'ont pas d'incontinence occulte, donc des patients qui n'ont pas de symptômes d'incontinence et qui, à l'examen, n'ont pas d'incontinence occulte. Des patients qui n'ont pas de symptômes d'incontinence dans la vie de tous les jours et qui ont une incontinence urinaire occulte, et enfin des patientes qui ont une incontinence urinaire patente. Donc le risque général dans cette analyse, quasiment pas de risque, un odds ratio à 1,1 pour les patientes qui n'ont pas d'incontinence occulte, un risque à 9 pour les patientes qui ont une incontinence occulte, et un risque presque à 11 pour les patientes qui ont une incontinence patente. Il est important à ce stade de faire une remarque. Il n'y a aucun caractère, ni pour aucune des patientes, et en particulier pour les patientes avec le groupe incontinence occulte et le groupe aussi incontinence patente, il ne s'agit pas d'une certitude d'incontinence après correction. Il s'agit d'un risque d'incontinence. C'est bien différent. Et c'est bien important de l'expliquer à la patiente quand on la voit. La présence d'une incontinence occulte expose à un risque d'incontinence post-traitement chirurgical. Mais il n'y a aucune certitude. Et ça va être la base de la discussion ultérieure avec la patiente. Donc, première situation, on en revient à nos 3 situations. Première situation, pas d'incontinence urinaire patente, ni d'incontinence urinaire masquée. Donc, la patiente n'a pas d'incontinence. Vous allez me dire, mais bon, alors on ne se pose pas de question. Si, on se pose quand même une question parce qu'il y a un risque d'incontinence urinaire de novo post-chirurgie du prolapsus. C'est vrai pour 10 à 20% des femmes opérées de prolapsus de stade avancé, stade 3 ou 4. L'incontinence urinaire peut apparaître après la chirurgie du prolapsus. Et si on regarde le groupe auquel on a affaire, on est dans un risque faible, mais qui n'est pas nul. Donc, il existe un risque, même chez ces patientes qui ont une incontinence, qui n'ont pas d'incontinence ni patente ni occulte, d'avoir une incontinence post-opératoire. Ces patientes doivent être informées que ce risque existe. Alors, on voit ici des résultats un peu anciennes de 2 études qui avaient des résultats divergents, puisque pour Brubaker, le risque était significatif lorsqu'il n'y avait pas de geste d'incontinence associé. Enfin, il y avait un taux d'incontinence de novo plus important quand il n'y avait pas d'incontinence associée. Et pour Constantini, en revanche, il n'y avait pas de différence significative. Autre point important à garder en tête dans la discussion, c'est que l'incontinence urinaire de novo, sa présence, c'est-à-dire lors d'un stress test, la présence d'un petit jet d'urine après chirurgie de prolapsus, ne veut pas dire que pour la patiente, cette incontinence est significative et qu'elle va souhaiter un traitement pour cette incontinence. C'est ce qui est illustré ici, c'est-à-dire qu'on voit qu'on a un fort taux de patientes continentes après chirurgie, un taux beaucoup plus faible, de l'ordre de 8% ici, d'incontinence objective, mais finalement un taux encore plus faible de patientes qui ont souhaité finalement avoir un geste de chirurgie pour cette incontinence. Lorsqu'il n'y a pas d'incontinence urinaire associée, c'est-à-dire il n'y a ni incontinence patente ni incontinence masquée, eh bien,
Attention, bien qu'il y ait un petit risque, on comprend bien qu'il y a plus de complications dans le groupe bandelette sous-urétrale concomitante, ou dans un groupe où on fait un traitement, que dans un groupe où on n'en fait pas. Donc, au final, dans cette situation, il paraît assez logique de ne pas proposer de bandelette sous-urétrale ou de Birch en même temps, quelle que soit la voie d'abord de traitement du prolapsus. Il faut tout de même prévenir la patiente d'un risque d'incontinence urinaire de novo qui, dans certaines études, peut aller jusqu'à 30%. Deuxième situation, il y a une incontinence urinaire patente. Elle est présente que le prolapsus soit extériorisé ou pas. Alors là encore, on va se dire que mais dans ce cas-là, finalement, c'est assez simple. Il faut traiter. Alors, on voit ici une chose intéressante, c'est que le risque de persistance de l'incontinence urinaire d'effort après chirurgie du prolapsus n'est que de 40 à 70%. Ce qui veut dire, c'est qu'il y a une petite proportion de patientes qui vont être traitées par la chirurgie du prolapsus. Cette proportion de patientes, elle varie selon le type de chirurgie qui est proposée. Lorsque la chirurgie du prolapsus est isolée et qu'il s'agit d'une promontofixation, la persistante n'est que de l'ordre de 40%. Lorsque la chirurgie qui est faite, elle est faite par voie basse, sans prothèse, elle est presque de 70%. Et quand elle est faite par voie vaginale avec prothèse, ce qui aujourd'hui doit être oublié, elle est de 38%. Donc, on va retenir qu'après une promontofixation, seule, en présence d'une incontinence urinaire patente, finalement, il n'y a que 40% de persistance. Et que malgré tout, lorsqu'on va associer une chirurgie d'incontinence, il peut y avoir aussi persistance de l'incontinence après la chirurgie. Donc, la chirurgie du prolapsus peut corriger l'incontinence urinaire patente. Donc, il n'est pas illogique de proposer un traitement dans le même temps, mais on peut proposer la chirurgie dans les deux temps. Ce n'est ni une faute, ni une mauvaise stratégie. Dernier point, peut-être celui qui justifie le plus de discussion, c'est la présence d'une incontinence occulte ou masquée ou latente. Donc, deux approches. En une seule fois, la patiente se fait opérer, elle a un risque ultérieur, ne l'opérons qu'une seule fois pour éviter la réintervention. Le contre, ça fait implanter beaucoup de bandelettes ou faire beaucoup de traitements d'incontinence pour rien, avec le sur-risque associé. Risque de rétention, risque de dysurie, risque d'hyperactivité ultérieure. Donc, deux stratégies possibles. Alors, ces deux études qui commencent à être un peu anciennes résument assez bien la question. Dans ces deux essais, on voit qu'il faut entre 10 et 6 bandelettes concomitantes, c'est-à-dire qu'entre 10 et 6 patientes ayant un prolapsus plus une incontinence patente vont avoir une bandelette, pour qu'une seule d'entre elles, finalement, chez une seule d'entre elles, on ait évité une réintervention pour incontinence urinaire de novo. Donc, ça fait pas mal de gestes, entre guillemets, pour rien, dans ce contexte. Autre point à signaler, c'est que lorsqu'on fait un traitement de chirurgie de l'incontinence en même temps que le prolapsus, on peut avoir une altération du résultat de la chirurgie sur le prolapsus. C'est particulièrement vrai lorsqu'on fait un Birch. La colposuspension antérieure augmente le risque de récidive postérieure quand il n'y a pas de temps postérieur à la promontofixation. En revanche, par voie vaginale, l'association réduirait le risque de récidive.
Alors, est-ce que dans ce cas en particulier dans le cas de l'incontinence urinaire occulte, le bilan urodynamique nous apporte quelque chose? Alors, moi, je dirais bien sûr oui, et dans tous les cas où on a un problème fonctionnel urinaire associé au prolapsus, le bilan urodynamique a très certainement sa place. Dans notre cas particulier, qu'est-ce qu'on va essayer d'avoir comme information? On va essayer d'avoir des informations sur la fonction urétrale. On se souviendra et on gardera à l'esprit que le bilan aérodynamique avec prolapsus, c'est un bilan aérodynamique complexe qui peut être d'interprétation difficile. En particulier, les données de pression de clôture, lorsqu'on compare la pression de clôture prolapsus extériorisé et prolapsus réduit, peuvent être difficiles à interpréter, nécessitent des mesures répétées pour essayer d'avoir des valeurs exploitables. On peut retenir un argument pour, peut-être pas seulement pour une BSU, mais pour décider de traiter ou pour prévenir d'un risque majoré d'incontinence urinaire post-chirurgie, c'est la présence d'une pression de clôture faible lors du bilan urodynamique. Donc en conclusion, la chirurgie du prolapsus parfois peut traiter l'incontinence urinaire associée, mais la chirurgie du prolapsus risque aussi d'apporter une incontinence urinaire de novo. C'est plus souvent le cas pour la promontofixation que pour une chirurgie sans prothèse par voie vaginale. Vous voyez que j'ai barré en rouge la case prothèse par voie vaginale qu'aujourd'hui on doit réserver à la recherche clinique. C'est en tout cas la recommandation toute dernière et toute récente, mais très claire, de la Haute Autorité de Santé en France. Donc, si on reprend un petit peu chronologiquement les dernières recommandations, on voit que l'EAU en 2017, on va voir comment elle a évolué en 2021, lorsqu'il n'y a pas d'incontinence, pas de BSU, pas de traitement préventif, informer du petit risque d'incontinence urinaire post-opératoire. Lorsqu'il y a une incontinence urinaire patente ou masquée, en 2017, l'EAU proposait la bandelette, ou essentiellement la bandelette, mais un traitement d'incontinence concomitant, en informant sur le surrisque de complications. L'international consultation en incontinence était plus nuancée, puisqu'il proposait de discuter le Birch concomitant si on faisait une voie haute, c'est-à-dire une promontofixation, ne proposait pas de bandelette sous-urétrale si en concomitant c'était une voie vaginale, et dans tous les cas d'informer du risque d'incontinence urinaire post-opératoire après une cure de prolapsus si la patiente n'avait pas d'incontinence. Pour la situation avec incontinence occulte ou patente, là encore, l'ICI c'était un peu plus subtil en proposant les deux options, en informant sur le surrisque de complications et sur le risque de réintervention si on faisait le choix de ne pas traiter l'incontinence. En 2016, dans le monde francophone, l'Association française d'urologie, le Collège de gynéco et la CIFUD s'étaient associés pour des recommandations. Elle n'avait pas fait de recommandations formelles pour ce cas de l'incontinence patente et occulte, mais la tendance était à ne pas traiter l'incontinence urinaire masquée dans le même temps et à bien informer du risque de chirurgie en deux temps si on traitait uniquement le prolapsus et pas l'incontinence. La position était plus tranchée en absence d'incontinence, il n'y avait pas de place pour une bandelette sous-urétrale concomitante et simplement on informait du risque d'incontinence urinaire post-opératoire. En 2021, l'EAU a remis à jour ces guidelines en nous donnant des informations sur les trois situations. Ça, c'est la synthèse des preuves.
Donc, pour les patientes qui ont un prolapsus et une incontinence qui est patente, on sait qu'il y a un taux de guérison plus important. Les preuves sont non convergentes sur le bénéfice à long terme d'une stratégie en un temps versus en 2 temps. Et ce qui est sûr, c'est que la chirurgie en 2 temps a plus de risques de complications que la chirurgie en 2 temps. Pour les patientes qui sont complètement continentes et qui ont un prolapsus des organes pelviens, eh bien, il y a un risque de développer une incontinence urinaire post-opératoire. On le sait. Et il y a aussi un sur-risque de morbidité si on fait du traitement préventif. Pour les patientes en général et avec l'hyperactivité, là, le niveau de preuve est plus faible pour l'effet du traitement des prolapsus de plus faible stade et l'incontinence par hyperactivité. Mais là, nous sortons de notre cadre du jour. Donc, les recommandations qui sont finalement proposées à partir de ces preuves accumulées, pour les patients qui ont une incontinence patente ou occulte, on peut offrir un traitement concomitant, mais en informant du sur-risque de la chirurgie combinée. Et on peut offrir aussi un traitement en 2 temps en les informant du sur-risque de réintervention. Donc, c'est assez équilibré. On insiste sur l'information des patientes. Pour ce qui est des patientes qui n'ont pas d'incontinence, on doit les informer qu'il y a un risque d'incontinence de novo et on doit bien les avertir que les risques de faire un traitement préventif sont supérieurs aux risques d'avoir une réintervention. Donc là, la position est un peu plus tranchée. Et pour terminer avec les informations les plus récentes, des informations qui ont quelques jours, puisqu'elles ont été rendues publiques début juin, c'est ces recommandations de bonne pratique de la Haute Autorité de santé. Et donc, ces recommandations de bonne pratique, pour ce qui est du stade chirurgical, lorsqu'on a passé le traitement médical et que la patiente est demandeuse d'un traitement chirurgical, sur le choix de la technique, j'attire votre attention sur cette phrase ici sur le traitement par prothèse. Les prothèses ne sont envisageables que dans le cadre de la recherche clinique uniquement. Et le cas qui est le nôtre aujourd'hui est abordé de manière très claire. La stratégie chirurgicale en cas d'incontinence urinaire préopérateur associée est de proposer de ne pas opérer dans un même temps prolapsus et incontinence urinaire d'effort patente ou masquée, et d'informer la patiente du risque d'apparition ou de persistance de l'incontinence après chirurgie du prolapsus. Donc, le choix de la Haute Autorité de santé en France est très clair et très tranché. C'est, dans tous les cas, même en présence d'une incontinence urinaire patente, proposer de ne pas opérer dans le même temps. On informe et on propose avant tout cette stratégie conservatrice en deux temps. Donc, en conclusion, que faire? Alors, avis personnel, examinez absolument vos patientes vessie pleine, longuement, soigneusement. Un traitement concomitant, on peut le proposer pour les patientes qui ont une incontinence patente, une incontinence qui durait, qui était déjà présente depuis longtemps. Éventuellement, pour ce qui est des patientes qui ont une incontinence occulte, elle a disparu avec la progression du prolapsus, mais elles se souviennent bien qu'elles étaient incontinentes avant, et en présence d'une insuffisance sphinctérienne. Axez votre prise en charge sur une information loyale, en prenant votre temps et en gardant en tête que la tendance impulsée par le législateur et nos tutelles
en tout cas pour ce qui est de la France, c'est à la prudence, à ne pas multiplier et à ne pas combiner les interventions et plutôt à ne traiter l'incontinence qu'après la chirurgie du prolapsus. Merci pour votre attention. Merci, professeur Gilles Carsanti, pour votre présentation. On va ouvrir le débat et on va commencer peut-être s'il y a des questions pour. Vous aviez une question tout à l'heure pour Chantal Dumoulin? Ah, d'accord. D'accord, donc on note les emails et on ouvre la parole à la salle s'il y a des questions pour Gilles Carsanti. Merci. Moi, en fait, j'ai quelques remarques, mais aussi j'ai des questions à Monsieur Gilles Carcentier. En fait, là, vous avez parlé de l'association. J'imagine que ces recommandations-là, c'est pour une association entre un prolapsus symptomatique et une incontinence urinaire. Maintenant, j'aimerais poser la question à l'inverse. Si on a une incontinence urinaire avec un prolapsus asymptomatique, ou bien une patiente qui ne demande pas un traitement pour son prolapsus, faudrait-il, oui ou non, proposer le traitement de son prolapsus? Donc, c'est l'incontinence urinaire avec un prolapsus qui est soi-disant asymptomatique. Donc ça, c'était Je peux répondre tout de suite. La réponse est claire, hein. Prolapsus non symptomatique, pas de traitement du prolapsus non symptomatique. Et le prétexte de la coexistence d'une incontinence urinaire, à mon sens, ne doit pas être pris pour faire un traitement d'une incontinence, d'un prolapsus qui n'est pas symptomatique. Alors, on peut toujours imaginer un grand prolapsus de stade 3 ou 4 qui serait associé à une incontinence urinaire d'effort et qui, avec une patiente qui dit « moi, ça ne me gêne pas tant que ça », je doute de l'existence d'une telle patiente. Alors, peut-être qu'une patiente comme ça peut nous dire, et ça, en revanche, je pense que c'est tout à fait réel, écoutez, moi, je n'ai pas envie de chirurgie du prolapsus, je mets un PCR, ça me va très bien. Par contre, les fuites urinaires, ça me gêne. Mais je crois que je respecterai le souhait de cette patiente, je la laisserai continuer à utiliser un PCR et je me concentrerai sur le traitement de son incontinence urinaire d'effort, son incontinence urinaire. Est-ce que ça répond à votre question? Oui. Ma deuxième question, c'est par rapport au bilan urodynamique chez ces patientes-là qui ont un prolapsus avec une incontinence urinaire. Feriez-vous un bilan urodynamique avec un prolapsus réduit ou non? Parce que, en fait, quand on réduit un prolapsus au cours d'un bilan urodynamique, certainement, il y aura beaucoup d'interfacts et l'interprétation du bilan urodynamique ne sera pas complètement, en fait, n'objectivera pas complètement la physiologie vésico-sphinctérienne exacte, parce qu'on met quelque chose pour réduire ce prolapsus. Le bilan aérodynamique, c'est un examen très imparfait, mais c'est le seul qu'on ait pour répondre à certaines questions. Donc, la question, c'est de savoir pourquoi on fait un bilan aérodynamique, qu'est-ce qu'on attend comme réponse. Pourquoi on ferait un bilan aérodynamique à une patiente qui a un prolapsus? Si une patiente qui a un prolapsus ne se plaint que d'une boule vaginale et n'a pas de symptômes urinaires associés, je ne suis pas persuadé qu'il faille lui proposer absolument un bilan aérodynamique. Et si je fais un bilan aérodynamique pour une autre patiente qui a des symptômes urinaires, je vais me poser un certain nombre de questions. Quelle est sa capacité vésicale? Est-ce qu'elle a un trouble de compliance? Est-ce qu'elle a une vidange qui est acceptable? Est-ce que je suis capable de détecter une contraction vésicale et une vidange acceptable? Comment est sa fonction urétrale avec un prolapsus réduit dans l'idée d'essayer de prédire ou d'affiner ma prédiction de risque d'incontinence post-cure de prolapsus. Voilà ce que je peux faire avec un bilan aérodynamique.
à la réserve près, sur laquelle j'ai mis le doigt tout à l'heure en vous montrant ces quelques images, c'est que oui, ce sont probablement les examens aérodynamiques les plus difficiles à faire. Mais pour autant, est-ce que parce que c'est difficile et parce qu'on a du mal à obtenir des réponses, il faut arrêter de les faire et finalement faire moins pour les patientes et courir le risque de ne pas avoir les quelques informations qu'on peut en tirer quand on les fait avec soin? Je pense que non. Je pense qu'il faut s'acharner et il faut continuer à essayer de les faire et à essayer de mieux comprendre et d'optimiser chacun nos pratiques. Est-ce que vous le faites avec prolapsus en place et vous le refaites après avec prolapsus réduit? Oui, on fait le prolapsus, avec, le bilan aérodynamique avec prolapsus sera un bilan aérodynamique donc plus long, puisqu'on va faire une séquence avec le prolapsus extériorisé. Donc, extériorisé chez une patiente qui est en position assise, puisqu'idéalement, on va faire cet examen. On va installer les sondes en position allongée, puis on va réinstaller la patiente en position assise, confortable, pour faire ce prolapsus. Donc, on va avoir dans cette position un certain degré d'extériorisation du prolapsus, et c'est comme ça qu'on va faire le premier cycle avec le remplissage qu'on peut faire en cystomanométrie ou en urétrocystomanométrie, la vidange, puis un temps dédié spécifique à la fonction urétrale. Quand ce temps-là, ce premier temps est fini, on recommence. Alors, on choisit un mode de réduction du prolapsus. Ça, on pourrait en discuter très longuement. Il n'y a pas de standard, mais on choisit un mode, en essayant de faire toujours le même, de correction du prolapsus. On réinstalle la patiente, on a vidé la vessie et on refait la séquence. Merci. On voudrait d'abord donc souhaiter la bienvenue parmi nous Dr Rafiq El-Kamel, qui nous rejoint de Tunisie, président de l'association tunisienne d'urologie. Je voudrais demander si Dr Msmoudi est connecté ou pas. Dr Msmoudi, je ne sais pas si elle est connectée, elle devrait nous joindre. Mais sinon, donc, on continue le débat, peut-être. Oui, est-ce qu'il y a encore des questions? Vous avez des questions? Oui, bien sûr, tfaddal. Bonjour, monsieur Karsanti. Est-ce que vous m'entendez? Merci beaucoup pour votre excellente communication. J'ai deux petites questions. La première, quelle technique vous utilisez par voie vaginale, sans prothèse? Quel type de technique? Dans quel grade? Ma deuxième question concerne un petit peu l'utilisation du laser erbium photothermique pour le traitement du prolapsus vaginal. À la lumière de certaines études qui ont montré des résultats, il y a des études, enfin une étude slovène qui a montré des résultats extraordinaires avec jusqu'à 95% de bons résultats. Et une autre étude qui a contredit un petit peu ces résultats, c'est une étude randomisée, c'est une étude sur une trentaine de patientes qui a, en conclusion, indique que les résultats de cette étude montraient que l'utilisation du laser erbium ne devrait pas être favorable dans le traitement du prolapsus vaginal. Donc, deux questions. La première question, c'était quelle technique de réparation par voie vaginale sans prothèse? Ça? Plicature du fascia de Halban. Pour une cystocèle, dissection, donc colpotomie, pas de colpectomie systématique. On fait d'abord la cure et ensuite je ferai une colpectomie vraiment à la demande et économe à la fin de ma correction. Donc, dissection entre vessie et vagin. S'il y a un col, je vais à peu près jusqu'au col. Refoulement de la vessie, puis plicature du fascia de Halban par des fils non résorbables, résorbables, alors le Vicryl par exemple, en plusieurs plans, en plusieurs paletots pour refouler la vessie
puis une colpectomie économe et une fermeture vaginale au Vicryl standard. Donc un geste assez simple et geste que je vais réserver alors, à des patientes demandant un traitement sans prothèse, à des patientes, sinon, je le proposerai plus volontiers à des patientes qui ont peu d'activité physique, parce que le taux de récidive est supérieur avec la chirurgie sans prothèse. Hein, ça, il n'y a pas de surprise là-dessus. Alors, voilà pour ma pratique personnelle, voilà la technique. Après, quand il s'agit d'un prolapsus apical qui n'a pas d'utérus, la place du Richter associé se discute. Mais si on parle de traitement strictement de la cystocèle, voilà une plicature antérieure. Donc ça, c'est la première question. La deuxième question sur le laser. Premièrement, je n'ai pas de laser, je ne fais pas de laser, ni dans l'incontinence, ni dans le prolapsus. Mes collègues gynécos, avec qui nous partageons notre RCP, notre réunion de concertation pluridisciplinaire de pathologies fonctionnelles urogynécologiques, pour l'instant, ne font pas de laser. Donc, ce que je sais dessus est purement livresque. Nous avons fait à la fin de l'hiver, une séance de bibliographie où nous avons mis au programme cette question du laser. Alors, on l'avait vu, laser pour l'incontinence. Pour l'instant, il n'y a pas d'études, il n'y a pas de données de la littérature convergente qui plaide pour une utilisation du laser vaginal pour traiter des prolapsus de stade avancé. Pour ce qui était du topo d'aujourd'hui, l'incontinence urinaire d'effort et le prolapsus, l'association, elle est présente pour les prolapsus de stade élevé. Si on veut retenir quelque chose d'assez caricatural, les prolapsus de stade 2, ça donne plutôt de l'hyperactivité vésicale, parfois quelques fuites. C'est dans les prolapsus de plus haut stade qu'on a l'association avec l'incontinence urinaire telle qu'on l'a décrite avec les 3 situations dans le topo. Mais quel que soit le stade, aujourd'hui, la conclusion de ce qu'on lisait en janvier dernier, je crois qu'il y avait un papier dans l'American Journal of Gynecology and Obstetrics qui disait que le niveau de preuve, pour l'instant, était extrêmement faible. Voilà, je ne sais pas si ça répond. Est-ce que je peux poser une question? Bonjour. Si par exemple on décide de traiter une patiente pour les 2 pathologies, c'est-à-dire l'incontinence et le prolapsus, je fais une promontofixation. Est-ce qu'on doit abandonner la technique de Bush parce que c'est plus simple de réaliser? Parce que vous avez dit que ça compromet le traitement du prolapsus. Est-ce que nous devons changer et proposer, par exemple, une bandelette? Parce que souvent, on réalise en même temps un traitement, une promotofixation, quand il existe une incontinence, avec un Burch. Est-ce qu'il faut abandonner cette démarche thérapeutique? Alors, non, je ne crois pas qu'il faille l'abandonner. Il faut simplement avoir en tête que quand on fait ou qu'on a eu une promontofixation antérieure exclusive, il y a des données de la littérature assez anciennes mais convergentes qui disent que quand on rajoute un Burch, on augmente le risque de survenue d'une rectocèle ultérieure. Donc, il faut bien peser les choses. On augmente le risque de survenue éventuellement d'une rectocèle ultérieure. Ça ne nous dit pas si ces rectocèles sont vraiment gênantes, si les patientes souhaitent être opérées de cette future rectocèle. Donc, oui, il y a un risque, il est bon de le savoir. Est-ce qu'il faut abandonner pour ça le Burch? Aujourd'hui, je ne pense pas qu'on puisse dire ça dans le mouvement actuel de prudence vis-à-vis
de la chirurgie prothétique. Le Burch, c'est une chirurgie non prothétique qui a fait ses preuves, premier point. Deuxièmement, le Burch, c'est une technique qui n'est pas chère, qui est sans prothèse et qui est accessible partout dans le monde. Quand on n'a pas accès aux bandelettes sous-urétrales, le Burch reste une technique sans prothèse qui a fait ses preuves. Donc la balayer pour cette raison me paraît excessif. Professeur Gilles Carsanti, merci à tous les intervenants, les modérateurs. C'est parce qu'on n'a plus le temps. On peut prendre une dernière question. On va prendre quand même une dernière question. Alors, la dernière question, en fait, c'est pas le prolapsus. Normalement, c'est pour un truc de la rééducation avec. Normalement, elle n'est pas là, mais j'ai une situation. J'ai une patiente qui a une hyperactivité vésicale idiopathique chez une femme myasthénique. Alors là, vraiment, je l'ai vu en consultation et j'étais vraiment bloqué parce que j'ai revu tous les anticholinergiques, tout le traitement médical. C'est contre-indiqué chez cette patiente. Bien sûr, c'est la place de la rééducation, mais je ne sais pas, est-ce que vous avez une expérience pour la gestion de ce genre de patient? Non, enfin, des patients myasthéniques qui ont une hyperactivité vésicale, on en voit, même si ce n'est pas forcément lié. Hein. Au contraire, logiquement, en cas de la myasthénie, elle devrait plutôt avoir une hypocontractilité vésicale qu'une hyperactivité vésicale. Voilà, mais bon, on en voit. Alors, non, alors effectivement, les anticholinergiques avec la myasthénie, ça peut être un problème, mais vous avez les bêta-3 agonistes qui ne sont pas une contre-indication. Donc déjà, on peut éventuellement leur proposer ça. La rééducation, là, il faut surtout savoir les évaluer et savoir l'importance de la myasthénie, mais ça peut être utilisé. Donc, et on sait que la rééducation a une efficacité dans l'hyperactivité vésicale. Et puis ensuite, il y a la stimulation du nerf tibial, ça a été évoqué tout à l'heure. Ça marche très bien. Donc je pense que chez une patiente qui est myasthénique, qui a une hyperactivité vésicale, en fait, aujourd'hui, en dehors des anticholinergiques, on a tout à fait accès aux thérapies classiques. Alors je ne sais pas ce que répondrait Gilles Carsanti. Non, le mirabegron n'est pas contre-indiqué. Le mirabegron, il a deux contre-indications, que sont l'hypertension artérielle mal contrôlée et l'allergie, c'est tout. Oui, moi je partage tout à fait l'avis de Xavier. Donc il y a l'intérêt des bêta-3 agonistes. Bon, bien sûr, la rééducation périnéo-sphinctérienne. Selon le statut hormonal, une correction locale, la correction locale d'une éventuelle carence hormonale, la stimulation tibiale non invasive. Et donc, en fait, on peut combiner tous ces traitements peu invasifs de première ligne pour essayer d'optimiser une prise en charge mini-invasive de cette patiente. Et puis, si on échoue avec toute cette première ligne mise en combinée, c'est sûr que dans le contexte de la myasthénie, il y avait une contre-indication à l'utilisation de la toxine botulique, mais donc ça orientera vers une neuromodulation interstime en deuxième ligne si toute la première ligne a échoué. Mais l'expérience montre que, je ne sais pas ce qu'en pensera Xavier, que dans ces syndromes cliniques d'hyperactivité vésico-idiopathique, on en voit, je pense, tous les deux pas mal en deuxième ou troisième avis. On est toujours surpris de voir comment la première ligne a été bâclée. Et des patients qui n'ont pas eu une première ligne optimisée, où on va associer tous les petits moyens qui peuvent améliorer les choses. Et on est souvent agréablement surpris en voyant qu'en reprenant les choses sur une première ligne faite avec conviction, j'allais dire, on a des résultats intéressants. Donc, merci encore une fois, professeur Gilles Carsanti, merci Dr Chantal Demoulin, merci professeur Rafia, professeur Kadiri qui ont aidé à la... Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous souhaite une bonne journée, de beaux échanges et au plaisir de vous voir en vrai pour une prochaine édition. Parfait, c'est partagé. Je passe tout de suite la parole à M. le Président pour la suite. Voilà, donc c'est la clôture de cette matinée. Il nous reste encore l'après-midi avec des sujets encore très très intéressants. Docteur Xavier Gamay qui a ouvert le bal et qui va le terminer après avec un très beau sujet. Hein.
prise en charge de l'incontinence urinaire en 2021, donc c'est très joli. Et puis donc on a Dr Caroline Tuillier qui va nous parler de l'incontinence urinaire par incompétence sphinctérienne. Donc le temps d'un déjeuner, on revient à 14h30. Et vous êtes cordialement invité au déjeuner.